Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de, comme prévu, FAQ. Mais avant de commencer cette FAQ, je voudrais revenir sur un petit sujet qui a été amené dans les commentaires, à savoir pour 2022 ou même plus largement aujourd'hui, quand on a des idées plutôt conservatrices, en ayant évidemment une certaine réalité dans l'esprit pour avoir aussi des idées modérées, des idées progressistes, mais sans non plus aller dans les excès de ce qu'aujourd'hui on peut voir dans le progressisme. Le fait est, c'est qu'à partir du moment où nous comprenons que la nation ne peut exister que si on préserve des valeurs, des principes, des règles, la culture, eh bien, si on ne préserve pas ces éléments essentiels qui constituent même la nation, qui constituent même le pays, et plus particulièrement la République, puisque, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, la France a un certain nombre de particularités par rapport à nos voisins européens, qui fait que, parce que nous vivons dans ce pays-là, donc nous n'en sommes pas forcément conscients, mais il suffit de voyager à l'étranger, il suffit de passer du temps, et pas seulement dans les endroits touristiques, mais aussi côtoyer des gens de certains pays et discuter avec eux pour se rendre compte que finalement la France a toujours un certain aura, dans certaines valeurs, dans certains principes, que nous envient un certain nombre de nos voisins européens, mais qui, évidemment, de par certains aspects sociaux, de par certains aspects d'égalité, de droit, nous sommes aussi un pays qui, évidemment, est la cible des mondialistes, qui, eux, veulent un asservissement des peuples. Et qui plus est, quand on veut un asservissement des peuples, eh bien, il faut absolument déjà commencer à détruire les pays où là, le peuple a des droits. Le peuple est reconnu en tant que droits fondamentaux, de liberté, on va dire de fraternité, entre guillemets, et d'égalité, surtout, même si, encore une fois, égalité est à mettre entre guillemets, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière d'égalité à l'échelle de toutes les personnes qui vivent en France, qu'ils soient français, de nationalité française, nés français ou naturalisés, ou voire même des étrangers. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas préserver le fonctionnement d'un pays si on ne conserve pas un certain nombre de piliers, un certain nombre de valeurs, même si il faut les faire évoluer avec leur temps, mais ne pas non plus les diléter, les canceller, comme c'est actuellement le cas dans un certain nombre d'idéologies. Donc, aujourd'hui, vers qui on peut éventuellement se tourner pour représenter ces valeurs de la droite sans aller non plus dans les idées excessives d'extrême droite, quoique, encore une fois de plus, je pense que nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, il y a certaines valeurs conservatrices que des gens de gauche veulent absolument faire passer pour être des idées d'extrême droite, et d'ailleurs, ils y ont parfaitement réussi depuis ces 40 dernières années, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des idées d'extrême droite, ce sont simplement des idées qui permettent la préservation d'un système, la préservation d'une société, et voire, je dirais même, la préservation d'une civilisation, si on considère que l'Europe est une civilisation. Ce qui, ça aussi, on le sent bien chez certains idéologues, on veut canceller, on veut effacer cette idée de civilisation européenne pour en faire un bloubi-boulga, on va dire, multiculturel, qui de toute façon ne fonctionnera pas, puisque s'il fonctionne déjà difficilement en interne, intra-européen, comme on le dit très souvent, ce n'est pas sans mal, puisque déjà même au sein de l'Europe, nous avons des pays qui ont parfois des cultures différentes, mais bon an, mal an, nous arrivons à trouver toujours des consensus, des moyens de nous entendre malgré certaines différences. Mais si en plus de ça, on y rajoute des cultures africaines, alors, nord-africaine, noire-africaine, saharienne, qui plus est avec un peu de Moyen-Orient, quoique la représentation au Moyen-Orient est assez faible en France, on ne peut pas, à un moment donné, faire valoir le fait que nous ne pouvons pas construire un pays avec une multitude de cultures, avec une multitude de je dirais, de conception. Alors si en plus on y rajoute les préceptes, les fondamentaux d'un certain nombre de religions, alors là on en arrive à un point où ça devient un véritable casse-tête chinois, mais encore une fois, qui a tout intérêt à mettre un casse-tête chinois dans une société, dans une civilisation? La question elle est posée, et
un certain nombre d'entre nous connaissons plus ou moins la réponse. Et de ce fait, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait représenter, qu'est-ce qui pourrait défendre les valeurs de cette France contre ce mondialisme, contre ce globalisme multiracialiste, multiconfessionnel, avec évidemment toute l'exacerbation des minorités qui aujourd'hui opèrent un peu partout, j'ai envie de dire, bah, il n'y en a pas beaucoup, je dirais même, il y en a très très peu. Alors, si vous voulez mon opinion personnelle sur la question, je vous dirais, pour moi, celui qui représente peut-être le plus ce qui est nécessaire, ce qui doit être fait en matière de politique, tant sociale, économique que géopolitique pour la France, bah, c'est François Asselineau. Même si je suis parfaitement conscient que de toute façon, Asselineau, de par ses idées, n'arrivera jamais véritablement à exploser. Au mieux, il peut éventuellement remporter des municipalités. Encore au mieux, avec tout l'optimisme qu'on peut lui donner, de peut-être récupérer un département, une région, etc. Mais très clairement, on a vu ce qui s'est passé pendant la présidentielle. Il a quand même présenté du factuel, il a quand même présenté du fait, il a quand même présenté des preuves de cette volonté de détruire le modèle sociétal et voire même plus globalement la République française. Et pour autant, il n'a pas eu un résultat, il a même eu un résultat en 2017, je crois, qui était moins bon que ce qu'il avait pu faire jusqu'à maintenant. Alors en plus, avec la médiatisation des affaires de harcèlement qui l'ont concerné, dont d'ailleurs, on remarque que les procès sont en cours, hein, les enquêtes sont en cours, mais les médias n'en parlent pas, pour essayer de quand même... je dirais, ramener cette idée que tant qu'on n'est pas reconnu coupable, on est présumé innocent, eh bien malheureusement les médias ont fait plutôt l'inverse. On a fait en sorte de le faire passer pour un coupable, et puis voilà, ça y est, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, les rares personnes qui connaissent François Asselineau ont pu voir dans les médias, ou dans la presse, ou sur Internet, qu'il était accusé de harcèlement, etc. Et voilà, c'est ce que les gens vont malheureusement retenir. Et ça, malheureusement, tant qu'il n'y a pas une campagne de communication de façon beaucoup plus lisible et beaucoup plus visible, j'ai bien peur que malheureusement François Asselineau risque de ne pas aller, je dirais, très très loin dans la prochaine campagne présidentielle. Ça n'empêche pas qu'il peut se lancer pour continuer à essayer d'être le plus visible possible, du fait que s'il est candidat à la présidentielle, forcément là les médias sont obligés de le mettre quand même en avant dans des représentations, interviews, débats, où là encore, je pense qu'il fera certainement son travail de technicien, on va dire, même si j'émets quand même quelques petites réserves sur la capacité d'Asselineau d'appréhender, je dirais, une politique internationale et plus particulièrement économique, même si, encore une fois, il a su démontrer dans un certain nombre de ses forums, dans un certain nombre de ses présentations, qu'il avait l'expérience, qu'il avait un minimum de connaissances dans ce domaine, mais encore une fois de plus, c'est un technocrate, c'est un énarque. Or, on a besoin aujourd'hui d'un pays qui, en effet, peut et se doit d'avoir ce type de compétences et de connaissances, ou tout du moins de s'entourer de gens qui ont ces compétences, mais il doit aussi être quelqu'un qui doit être plus proche du peuple. Et peut-être que François Asselineau, c'est ce qui lui manque, c'est de la popularité, c'est-à-dire rencontrer les Français, comme l'avait fait d'ailleurs Lassalle pendant un temps, où il avait fait une sorte de tour de France, je crois, en marchant, ce qui l'a rendu beaucoup plus populaire aujourd'hui auprès d'un certain nombre de Français qui ne le connaissaient pas. Même si Lassalle, je dirais Lassalle, en dehors de son originalité, mais encore, qu'est-ce qu'on peut appeler être une originalité quand c'est une personnalité telle que Lassalle, qui représente finalement la France profonde, beaucoup de Français se reconnaissent en Lassalle. Donc je dirais que oui, on peut imaginer une coalition de ces partis que j'appellerais souverainistes, entre guillemets, mais là encore, le problème, c'est qu'entre Dupont-Aignan, qui ne veut pas quitter l'Union européenne, qui, à mon sens,
à jongler énormément sur les effets d'annonce, sur la dénonciation de certaines choses, etc. Mais en matière de politique, même s'il fait des constats qu'on peut partager ou non, qui sont réels ou non, on sent quand même que derrière, il y a quelques flous dans ses ambitions politiques. En ce qui concerne Philippot, j'ai envie de dire, c'est, à mon sens, certainement peut-être la personne la plus intelligente en matière de parti politique et qui sait dire les choses et qui ne se démonte pas et qui, en matière de débat, a de quoi faire. Mais là encore, chez Philippot, il y a des fois des petites approximations qui font que c'est difficile. Et puis, comme Dupont-Aignan, je pense que c'est une personnalité politique qui ne cédera pas la place. Lui, ce qu'il veut, c'est la place. Il ne va pas faire une coalition avec quelqu'un d'autre en disant « Bon, bah ok, Asselineau, on te donne le bâton de maréchal pour aller chercher l'Élysée, etc. » Non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi derrière ce petit individualisme, cette petite ambition personnelle à vouloir accéder à la plus haute fonction. Ce qui, quand on crée un parti comme Philippot, comme Asselineau, comme Dupont-Aignan, on peut le comprendre. On peut comprendre que quand on est à la tête d'un parti et qu'on représente une portion d'adhérents, une portion de soutien dans la population, il faut quand même trouver une légitimité de se dire moi je ne veux pas être juste qu'un second couteau, moi je veux être le premier couteau. Et donc, oui, en effet, peut-être que celui qui est, à mon sens, le plus solide en matière technique, c'est Asselineau, c'est imparable. Je pense que Philippot en est parfaitement conscient, et je pense que Philippot sait pertinemment que pour donner plus de crédit à son parti, je pense qu'une alliance avec Asselineau est inévitable. Philippot tout seul n'ira pas très très loin. Après, les gens de droite, les républicains, de toute façon, ils font bien la démonstration que ce sont toujours les mêmes personnalités politiques, qui ont toujours les mêmes discours, qui ont les mêmes ambiguïtés, qui ont les mêmes opportunismes, parce que là, force est de constater que sur les régionales et départementales, ça va bon train. Et je pense que, très sincèrement, beaucoup de Français de droite, beaucoup de Français qui votaient conservateurs dans des partis tels que l'UMP ou les Républicains, énormément d'entre eux ont été extrêmement déçus, voire même se sont sentis trahis de voir les Républicains s'allier plus ou moins avec les En Marche. Et même si encore aujourd'hui au sein des Républicains il y en a certains qui ont retourné leur veste, il n'en est pas moins que si demain, en 2022, au second tour, Marine Le Pen arrive face à Emmanuel Macron dans ce potentiel scénario, eh bien on est sûr et certain que les Républicains referont encore une fois de plus la même trahison, c'est-à-dire de réclamer ou de demander de voter pour, ou contre plutôt, la haine, le parti d'extrême droite. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne parlerai pas du Rassemblement national, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un parti fantoche qui, depuis le début, joue un rôle justement de parti d'extrême droite et que même si on pouvait espérer voir le Rassemblement national, voir Marine Le Pen être présidentiable, moi, je suis désolé, je pense que Marine Le Pen ne m'a pas convaincu personnellement depuis son débat d'entre-deux tours en 2017, où elle s'est volontairement sabordée. Et quand on se saborde à ce point, c'est que, en effet, on ne veut pas y aller, on n'est pas fait pour y aller. Je pense que Marine Le Pen est parfaitement consciente que le risque, c'est que si en effet elle finit par réussir à prendre l'Élysée, évidemment, elle sait pertinemment qu'en coulisses, il va y avoir des gens qui vont opérer très rapidement pour mettre le chaos dans la France et l'obliger à utiliser la police, les CRS et voire même l'armée pour rétablir l'ordre. Ça, malheureusement, c'est le scénario qu'il faut envisager dans le cas où Marine Le Pen est élue. Parce que quand on voit la haine, quand on voit le fanatisme qu'il y a aujourd'hui de la part de certaines personnes contre le Rassemblement national,
attendons-nous à ce que ces personnes, en effet, même si elles sont une minorité, d'ailleurs c'est toujours le cas, hein, c'est toujours une minorité, qui vont pousser les gens à aller au clash, tout simplement, voire même peut-être déclencher une guerre civile, même si, aujourd'hui, force est de constater qu'on a beaucoup d'éléments qui sont propices à nous amener à une guerre civile. Je veux dire, le conflit, surtout le conflit civilisationnel, est de plus en plus exacerbé par du fanatisme, du militantisme absolu. J'en prends pour exemple récemment ce policier qui a été tué à Avignon. Et qu'est-ce qu'on a? Un journal qui s'appelle Libération, qui fait une avec la Traoré. Il y a un moment donné où on cherche les coups. On cherche vraiment à mettre de l'huile sur le feu. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui pour moi, en toute honnêteté, même si je suis plutôt penchant à Asselineau, mais réaliste sur le personnage et sur son potentiel, il n'y a personne. Il n'y a personne du côté de la droite pour éventuellement être un rassembleur. Je dis bien rassembleur. Je pense que cette personnalité-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Peut-être, je dis bien peut-être, il y en a un qui pourrait être rassembleur. Vous savez de qui je veux parler, mais qui, pour l'instant, s'évertue à bien dire qu'il ne veut pas y aller, qu'il n'a pas l'intention d'y aller. Je veux parler évidemment de De Villiers. Et aussi bien, je pense, monsieur le comte de Villiers, dont, voilà, ça y est, j'ai un trou de mémoire, j'ai son prénom qui m'échappe, que Philippe de Villiers, son frère, ex-militaire, qui lui aussi, il est conscient que même s'il a peut-être des ambitions d'y aller, il n'en reste pas moins militaire, et il sait qu'en tant que militaire, en règle générale, les Français sont très généralement assez réfractaires à vouloir faire confiance en politique à un militaire, même si, encore une fois de plus, nous avons quand même eu un grand personnage de la France qui a sauvé la France et qui a été un grand personnage de la République et de l'histoire de France, qui était un général, c'est le général de Gaulle, mais encore une fois de plus, le général de Gaulle était un personnage de son époque. S'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc, il a eu un tremplin pour le rendre populaire et de fait l'amener à pouvoir faire de la politique. Mais sinon, et encore, faire de la politique de façon très chaotique, on va dire, dans cette historique qui le concerne de la période d'après-guerre. Donc, voilà pour vos commentaires sur savoir aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait représenter les valeurs de la droite en restant à la fois pas dans les excès, pas dans les clichés, pas dans les généralités, pas dans les pièges idéologiques ou voire même clientélistes, et avoir un minimum d'honnêteté et de franchise à dire les choses et à être aussi un combattant, être capable d'aller au combat, d'aller sur le front, ce qui Asselineau, pareil, je pense que là-dessus, peut-être qu'il a travaillé un peu plus sur sa capacité à avoir du répondant, parce que dans les débats, on le sait, hein, dans les débats, en France, on sait que dès qu'on commence à prendre la parole et qu'on commence à balancer des informations qui sont des informations factuelles et qui font réfléchir ou qui donnent des éléments aux téléspectateurs ou à l'auditoire sur une réalité de fait, très très vite, on va essayer de vous couper la parole, on va essayer de vous déstabiliser, on va essayer même de vous insulter par des petits noms d'oiseaux. Et ça, malheureusement, Asselineau, il n'arrive pas vraiment à le gérer. Il n'arrive pas à avoir du tac au tac. Peut-être qu'il en a conscience, et je pense qu'il en a conscience, et qu'il travaille certainement cette répartie qu'il doit avoir aujourd'hui dans un débat. Donc voilà, pour ce qui concerne cette petite grosse parenthèse, on va dire, concernant vos commentaires sur la candidature, ou qu'est-ce qui pourrait représenter éventuellement la droite. Est-ce qu'on va me reprocher de dire, bah oui, mais pourquoi vous ne parlez pas de la gauche? Ben, parce que la gauche, elle est morte. Soyons clairs. Je veux dire, la gauche, elle s'est enfermée dans des carquois, elle s'est enfermée dans de l'opportunisme, dans du clientélisme, dans une divergence d'esprit. À la fois, il y en a certains qui vont aller
brosser les chaussures des écolos pour essayer d'avoir des postes ou essayer de faire des listes dans des élections, etc. Et d'ailleurs, même chez les écologistes qui sont conscients, qui sont réalistes, reconnaissent que s'allier avec des gens du Parti socialiste ou de certains mouvements de gauche, bah, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est clairement de l'opportunisme et ça peut porter préjudice. C'est comme la France insoumise, c'est pareil. Je pense que la France insoumise, même si on peut leur reconnaître d'avoir des combats légitimes, des idées légitimes, des revendications légitimes, le fait est, c'est que malheureusement, ça reste un parti politique qui est mené par un homme qui est extrêmement nombriliste, qui est extrêmement dans le culte de sa propre personnalité. Et la preuve en est, c'est que même quelqu'un comme François Ruffin, qui a beaucoup d'intentions, qui a beaucoup d'ambition, etc., malheureusement, il a choisi France Insoumise, parce que c'est ce qui correspond le mieux peut-être à certaines valeurs de ses combats, mais on le sent bien que de temps en temps, il aimerait être un petit peu plus libre que de rester au sein de France Insoumise. Donc, d'une façon globale, pour 2022, je dirais que rien n'est joué. Tout est encore possible. Tout le monde peut avoir des cartes, tout le monde peut partir avec des handicaps, etc. Je pense qu'il va y avoir des événements post-Covid, même si encore une fois la Covid va être encore présente en 2022, qui vont, à mon avis, être déterminant, si tant est que le système résiste jusque-là, parce que force est de constater quand même que, même si on attend impatiemment l'été pour que finalement les Français redescendent un petit peu et partent en vacances et aillent se relaxer, mais sauf que le problème c'est que pour ça il faudrait de l'argent. Or ça, malheureusement, ça va commencer aussi à poser problème. Même tous les acteurs économiques, touristiques, etc. Aujourd'hui, il y en a certains où ça va pas fonctionner. Surtout en plus quand on a un gouvernement aussi incompétent, je dirais, qui... la dernière idée, c'est quoi? C'est réouvrir les parcs d'attractions, mais pas les grands, comment on appelle ça, pas les grands 8, etc. Les attractions, oui, on va dire ça, les attractions. C'est-à-dire que les attractions sont fermées. C'est-à-dire que les parcs ont le droit d'ouvrir, mais les attractions fermées. C'est comme si vous dites à un boulanger, à partir du 19 mai, tu peux ouvrir, mais par contre, tu n'as pas le droit de vendre du pain. Voilà. Non mais, on marche complètement sur la tête depuis un an, mais voilà, est-ce que ça va dissuader les Français à un moment donné à faire des choix ou à s'orienter vers des choses, etc. Je dis bien cohérente, parce que malheureusement c'est pareil, les médias, le fameux quatrième pouvoir, oui c'est ça, joue aussi un rôle déterminant pour brouiller les pistes à l'échelle de l'opinion. Donc ça c'est pareil, si vous n'êtes pas un minimum éclairé, si vous n'êtes pas un minimum dans l'échange, dans l'écoute, dans le débat, etc., malheureusement il y a des gens qui vont forcément tomber dans le piège. Après la question c'est de savoir quelle est leur proportion. Ça c'est la question. Donc foire aux questions, première question, celle posée par Max Olivier, qui rejoint finalement ce que je viens de dire dans le début de cette vidéo. Que pensez-vous d'une éventuelle fusion à tous les petits partis souverainistes qui pourraient se fédérer autour d'une personnalité? Eh bien, j'ai répondu finalement à votre question. C'est le problème de la personnalité, c'est le problème du leader. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas un leader charismatique, qui inspire confiance, qui est proche des Français, qui est en relation avec les Français, et qui, je dirais même au-delà, exprimerait son abnégation de son ambition personnelle et d'agir dans l'intérêt de la nation, de l'intérêt du peuple. C'est ça, malheureusement, qui nous manque. Et donc, pour cette élection 2022, je ne suis pas très convaincu que les souverainistes arriveront à se mettre d'accord, et même si c'était le cas, se poserait forcément le problème de savoir qui on va mettre sur le devant de la scène. Alors, est-ce qu'ils pourraient s'amuser à faire une primaire au sein de cette alliance souverainiste? Encore une fois, je ne vois pas du tout Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau mettre en jeu leur leadership dans une primaire. Ça, je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui me paraît totalement impossible. Donc, après, advienne que pourra, on verra comment la situation peut tourner, mais dans l'état actuel de la situation, comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui ont créé leur parti, et ce sont des gens qui
ne veulent pas être d'un second couteau. Ce qu'ils veulent, c'est la place. C'est pour ça qu'ils se sont lancés dans cette carrière politique et ont créé leur propre parti. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de signe, je dirais, très prometteur de voir éventuellement une alliance souverainiste se créer. Ou alors, non, même pas pour l'instant, je ne vois absolument pas aucun signe qui pourrait éventuellement amener les trois principaux, enfin de ma connaissance, hein, parce que je pense que là-dessus, peut-être que j'en oublie un, mais parce que bon, qu'on soit clair, hein, des partis politiques qui vont prétendre au poste, prétendre aller à la présidentielle. Je vous rappelle, en 2017, il y avait 101 ou 111 partis inscrits. Bon, évidemment, c'est les 500 signatures qui font le tri, hein, évidemment. Mais là encore, c'est pareil, c'est que vu les discours que tiennent des gens comme Asselineau, et puis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quel va être l'impact réel de cette affaire d'harcèlement sur l'image d'Asselineau à l'échelle de l'opinion? C'est pareil, parce que ça, c'est évidemment, les En Marche et compagnie, ils ne vont pas se gêner pour rappeler à l'opinion, oui, mais M. Asselineau, je rappelle, est sous le coup d'une plainte de harcèlement et tout. Ouais, sauf qu'on a un Premier ministre, non, un ministre de l'Intérieur, lui aussi, hein, et pourtant vous n'en avez pas fait ombrage. Enfin voilà, c'est un peu... Advienne que pourra, hein, advienne que pourra sur ces questions-là. Ensuite, Raiden B, pourquoi êtes-vous parti vivre aux USA? Bah, tout simplement pour rejoindre celle qui est devenue ma femme. Voilà, visa fiancé. Et je ne déroge pas à la tradition que quand il y a des merdes, c'est toujours pour ma pomme, puisque normalement, quand vous arrivez aux États-Unis avec un visa fiancé, vous avez 90 jours pour vous marier. Après que vous avez fait votre mariage, vous remplissez des papiers et vous avez 2 ans de probation. C'est-à-dire pendant 2 ans, vous avez un permis temporaire pour travailler, etc. Et au bout de 2 ans, vous êtes censé remplir donc des documents et payer, hein, parce que c'est pas gratuit, payer une confirmation, une sorte de confirmation, si vous voulez, à l'issue duquel vous allez avoir un entretien pour vérifier si vous êtes toujours bien marié avec la bonne personne. Sauf que moi, j'ai attendu en fait 4 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des retards dans les dossiers, et puis il y a même eu un moment, ils ont perdu mon dossier, et puis il y a eu aussi... il y a eu aussi le moment où l'administration Obama a demandé expressément au service d'immigration d'accélérer les dossiers de naturalisation des hispaniques. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc du coup, moi, mon dossier s'est retrouvé un petit peu à la traîne. Et du coup, au lieu d'avoir une confirmation fin 2014, début 2015, j'ai eu finalement ma confirmation en 2016, puisque j'ai même eu 15 jours où j'étais en situation irrégulière. J'avais plus aucun document, mon visa était expiré. Et ils ont réussi à me faire passer mon entretien en urgence. Alors l'entretien a été passé assez rapidement. Et à la fin de cet entretien, ils m'ont même filé les documents pour me naturaliser, en me disant, voilà, vous avez déjà 4 ans sur le territoire américain, dans 1 an, vous pouvez faire votre demande de naturalisation. Et ils m'ont filé tous les documents, etc., à l'air de dire, excusez-nous, hein, voilà, on vous file quand même déjà par avance les documents, ça vous évitera d'aller les chercher. Bon, voilà, je veux dire, mais j'étais pas le pire, hein, parce que je crois que le Texas, eux, ils ont carrément eu 2 ans de retard sur les dossiers. J'avais rencontré un Français qui lui aussi s'est retrouvé un petit peu dans la merde parce que il s'est retrouvé avec une autorisation qui était expirée et du coup, il s'est retrouvé dans une situation irrégulière. Mais bon, les services en général administratifs américains, même si c'est un peu comme l'administration française, c'est multiplié par 1000, quand on tombe sur des gens compréhensifs, ça se passe bien. Voilà, faut pas non plus monter au créneau, faut pas les engueuler, etc.
ici aux États-Unis, vous avez souvent plus de chances de résoudre les problèmes si vous êtes correct, poli, etc., que si vous leur gueulez dessus. Ça sert à rien. Donc voilà. Est-ce lié à votre passion du cinéma américain ? Non, pas particulièrement. Le fait est, c'est que si j'avais eu, ou si nous avions eu véritablement le choix, je dirais que on aurait plutôt préféré rester en France. Mais bon, il semble que moi, ça tombait plutôt bien parce que je savais que de toute façon, à terme, j'allais me retrouver dans une situation professionnelle compliquée, à devoir faire un choix de me réorienter vers un secteur qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas. Donc j'ai quitté mon emploi au moment où je suis parti aux États-Unis. D'ailleurs, je dois battre le record d'ailleurs de départ aux États-Unis, puisqu'au moment où j'ai reçu mon autorisation, d'ailleurs que j'ai reçu le 24 décembre, j'ai reçu mon visa. Normalement, c'était, je crois, 3 semaines après l'entretien à l'ambassade. Et du coup, moi, j'ai passé mon entretien début décembre et je l'ai eu mon visa presque 7 jours après. Même pas 7 jours après. Et je l'ai reçu le 24 décembre dans ma boîte. Joli cadeau de Noël. Et donc, moi, j'ai démissionné assez rapidement dès début juin. Et le début janvier, pardon. Et du 1er janvier jusqu'au 28 janvier, j'ai tout liquidé. Alors qu'en règle générale, il faut du temps pour se préparer, pour partir, etc. Moi, j'ai battu le record. J'ai tout liquidé en un mois. Et le 28 janvier 2012, hop, je suis parti aux États-Unis. Donc ça n'a pas beaucoup de lien, même si, encore une fois de plus, ça m'a permis en effet d'avoir la chance d'aller à Los Angeles. Avez-vous déjà été victime de petites agressions à cause de vos origines françaises? Alors moi, non. Alors aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que il y a, je dirais, trois types d'Américains. Vous avez les Américains populeux, ceux qui n'ont pas beaucoup de culture, etc., qui eux, en revanche, oui, ont beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori. Vous avez les Américains un peu cultivés. Alors quand je dis un peu cultivés, c'est toute couche sociale, parce qu'il y a même des rednecks qui sont cultivés, faut pas dire. Rednecks, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un peu l'équivalent des bouseux en France, mais même parmi les bouseux, il y a des mecs ou des gens qui sont quand même relativement cultivés. Et sans en connaître énormément sur la France, ils savent apprécier quand même la culture française. Ils connaissent un certain nombre de choses sur la France, etc. Et ils sont intéressés, ils aiment bien. Et vous avez les Américains un peu plus cultivés, plus particulièrement les Américains qui ont voyagé à l'étranger et qui ont une vision complètement différente et même parfois très critique par rapport à leur pays. Et souvent ceux qui sont allés en France, ils ont goûté évidemment aux joies, à l'art culinaire français, à la beauté de notre patrimoine, etc. Et je dirais à la limite, quasiment tous les Américains qui sont allés en France m'envient d'être français, m'envient d'avoir grandi dans ce pays, parce qu'ils se disent votre pays il est magnifique, en plus vous avez une culture qui est bien évidemment bien plus importante que la nôtre, et puis surtout, pour ceux qui s'intéressent un peu à la société française, et plus particulièrement ceux qui ne se contentent pas d'aller uniquement dans Paris, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui restent sur Paris, sur les lieux touristiques, etc. Donc c'est un peu comme quand les Français vont aux États-Unis, ils vont dans les lieux touristiques, mais ils vont pas dans l'Amérique profonde. Donc c'est comme ces gens qui disent je suis aux États-Unis à New York. Non, t'as pas été aux États-Unis, t'as été à New York. Donc là c'est pareil pour Paris. C'est que des Américains quand ils disent je suis allé en France, à Paris, ils disent non, t'as été à Paris, t'as pas été en France. Paris, c'est Paris. C'est la capitale, mais c'est pas la France. La France, il faut aller dans la province, il faut aller dans les petites villes, il faut aller visiter les patrimoines historiques, etc. Et souvent, ces Américains-là, sont vraiment en admiration et en jalousie même parfois. Jalousie qu'on ait cette culture française. Pour la petite anecdote, en revanche, dans les années 2001, après 2001 jusqu'en 2008-2009, oui, les Français n'étaient pas très aimés aux États-Unis. Et la raison, elle est simple, c'est tout simplement parce que la France a refusé de suivre les Américains dans la guerre en Irak. Donc évidemment, le petit côté patriotique américain est un petit peu ressorti sale français, toujours contestataire, bon. Il y en a toujours aux États-Unis, mais c'est pas que les Français, c'est en règle générale, c'est tout ce qui est un petit peu étranger, où ils sont un petit peu réfractaires. Mais
c'est très minoritaire. D'une manière générale, surtout aujourd'hui où, à titre d'exemple, tous les vétérans, par exemple, tous ceux qui ont été en Irak, en Afghanistan, etc., eux, par contre, alors là, ils disent, ouais, au moins vous les Français, vous n'avez pas été cons. Ensuite, quels sont les côtés positifs de vivre aux USA par rapport à la situation d'un Français moyen en France? Déjà, il y a un avantage très flagrant, c'est que si vous voulez bosser, vous pouvez trouver du boulot, très facilement. Alors, évidemment, ce n'est pas des boulots passionnants, ce n'est pas des boulots très rémunérateurs. Même le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boulots faciles à trouver qui sont maintenant très souvent des temps partiels, mais rien ne vous empêche de trouver un deuxième boulot. Hein, ici aux États-Unis, vous avez parfaitement le droit d'avoir plusieurs boulots. Sachant que, vu que c'est une culture aux États-Unis, les employeurs sont très souvent très arrangeants. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables d'adapter vos plannings pour que vous puissiez travailler sur les deux emplois, etc. Donc ça, aux États-Unis, trouver ce genre d'emploi, c'est très facile. Mais comme je vous le dis, si vous arrivez aux États-Unis, vous avez vos papiers, vous êtes légal, vous pouvez travailler, en une semaine, vous pouvez trouver du boulot, voire même moins. Mais voilà, pour démarrer, pour se faire un petit peu la main, etc., c'est pas des métiers dans lesquels il faut rester 2 ans. Qu'on soit bien clair, mais au moins pour démarrer, gagner un petit salaire, etc., c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que malheureusement, l'ultralibéralisme a considérablement détruit je dirais le niveau salarial de ces métiers-là. Là encore, c'est compliqué, ça dépend aussi des États où vous allez. Et même dans les États, ça dépend où vous êtes dans les États. Si vous allez, évidemment, dans les grandes villes, vous allez en chier. Vous allez en chier, ça va être très difficile pour vous parce que déjà, les loyers sont excessivement chers, etc. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent venir vivre aux États-Unis, choisissez plutôt un État pas trop connu, une petite ville, et qui plus est, c'est de vous renseigner quels sont les États aujourd'hui où il y a une croissance économique, où il y a une démographie qui augmente parce qu'il y a des intérêts. Si vous voulez, oui, la Caroline du Nord aujourd'hui est un État qui commence à prendre de la valeur, la Caroline du Sud est un petit peu plus conservatrice. Au niveau culturel, oui, au niveau culturel, évidemment, vous êtes aux États-Unis, hein, donc n'attendez pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des événements culturels, mais ça reste bien en deçà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut connaître en France. En matière de visite historique, bon, évidemment, c'est surtout l'Est, hein, où vous pouvez trouver encore des villes intéressantes à visiter. Mais pour revenir aux États qui sont aujourd'hui, qui peuvent être intéressants pour des Français, il y a l'Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Texas, Floride, ça dépend, c'est un peu saturé la Floride. Les États du Sud, oui, mais alors attention, hein, les États du Sud, c'est une culture, hein, c'est... Même moi en tant que Français, Caroline du Nord, c'est parce que financièrement c'est adéquat à nos moyens, mais si j'avais le choix d'un autre État, j'irais plutôt vers l'Ouest. Hein. La Californie évidemment, mais bon, pareil, la Californie, ça devient tellement cher que c'est impossible. C'est à moins que vous ayez déjà un patrimoine énorme pour vous lancer en Californie, pourquoi pas, mais si vous arrivez avec 2 francs 6 sous, non, la Californie, évitez. Ou alors, à moins que vous ayez des connaissances qui peuvent vous aider, vous héberger au début pour vous lancer, oui, mais sinon, si vous n'avez pas de qualification importante, etc. Mais rien n'empêche. C'est-à-dire que même aux États-Unis, un des avantages, c'est que vous pouvez vous reconvertir. Mais quand je dis vous reconvertir, c'est pas non plus prendre un crédit étudiant et faire 4 ans d'études dans une université. Et donc ça c'est quelque chose qui est en train de changer dans les mentalités. Ça, c'est malheureusement, les universités aux États-Unis, c'était une carte de visite pour trouver un emploi. Et malheureusement, aujourd'hui, le dogme, la doctrine qui consistait à dire que si vous sortiez de grandes universités, vous aviez un emploi à la sortie, aujourd'hui, force est de constater que non. Vous avez énormément d'étudiants aujourd'hui qui disent « mais en fait, c'était des cracks ». C'était des bourdes. Nous, on a fait la connerie de nous lancer dans un domaine où déjà le marché est complètement saturé.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve des étudiants diplômés d'architecture, de philosophie, de psychologie, de droit ou des trucs comme ça, qui se retrouvent à être serveurs ou cuistots dans les restaurants, parce que malheureusement, dès qu'ils ont leur diplôme, il faut qu'ils commencent à rembourser leur crédit s'ils ont fait un crédit. Et puis même ceux qui ont des parents derrière pour leur financer leurs études, en règle générale, si les parents déjà ne les aident pas à avoir des relations, à avoir un carnet d'adresses pour trouver du boulot, etc. En règle générale, ces jeunes-là vont être des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont monter leur propre boîte, etc. Ils vont créer des startups, etc., etc. Donc le système économique américain, c'est quelque chose qui va très très vite, qui est beaucoup sur du court terme, à l'exception de fait que si vous avez une super idée, que vous arrivez à tirer un monopole, etc. Bon, en effet, mais en général, il y a beaucoup plus d'inhibition à lancer des projets, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans une banque, dire voilà, je vais vous montrer une entreprise, etc. Ok, pas de problème, votre projet il est viable, enfin on considère qu'il est viable, donc on est prêt à vous allonger le fric. Même au niveau administratif, bon, il y a de l'administratif aux États-Unis, mais moins chiant qu'en France. Et puis, surtout aux États-Unis, on a beaucoup plus de facilité sur le fait qu'il y a beaucoup de procédures administratives qui fonctionnent sur le principe de l'honneur, c'est-à-dire que vous déclarez sur l'honneur. C'est pas comme en France, où en France, il faut apporter 3 justificatifs de domicile. Donc aux États-Unis, on ne vous demandera jamais 3 justificatifs de domicile. Vous écrivez votre adresse, et à la fin du document, vous signez, je signe que ce que je viens de donner comme information, c'est la vérité, sur l'honneur, etc. C'est-à-dire que si un jour, on se rend compte que vous avez donné des fausses informations, là, par contre, ça peut faire très mal. Là, vous pouvez faire de la tôle. Pour faire de la tôle, parce que vous avez fait un parjure. Le parjure aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut coûter très très cher. Donc ce qui facilite un certain nombre de procédures administratives. Mais sinon, si vous êtes ambitieux, si vous avez un véritable projet, si vous êtes bosseur, qui plus est, si vous avez beaucoup de compétences et surtout de la polyvalence, alors là, oui, les États-Unis, venez aux États-Unis. Venez aux États-Unis, vous allez trouver du boulot très rapidement et vous allez rapidement évoluer. Ça, c'est pareil. Il y a encore, je dis pas partout, c'est peut-être pas vrai dans les grosses entreprises, mais dans les petites moyennes entreprises, etc. En général, quand vous êtes un bon bosseur, un bon élément, vous pouvez évoluer rapidement, parce qu'il y a encore une notion de mérite. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai dans mon boulot, j'ai souvent aidé, j'ai souvent filé des coups de main, j'ai surtout pris des initiatives, ce qui dans la culture américaine est assez problématique, on va dire, au milieu professionnel. Donc ce qui m'a valu d'avoir le bénéfice de primes et même d'augmentation de salaire assez rapide, même si j'ai pas un métier très élevé aujourd'hui, hein, mais même si je n'applique pas la chose à moi-même, parce que voilà, moi j'ai plein d'autres activités, etc. Et aujourd'hui, vu que les cinémas sont toujours fermés, là j'essaie de trouver autre chose, mais autre chose qui corresponde plus ou moins à mes compétences, ce qui n'est pas forcément évident, parce que même si je suis aux États-Unis bientôt presque 10 ans, l'anglais c'est un peu compliqué, surtout dans le sud, hein, le problème des accents, hein, c'est surtout chez les Afro-Américains, vu que je suis dans un État où il y a beaucoup d'Afro-Américains et que vous savez que les Afro-Américains ont leur propre langage, donc c'est un petit peu compliqué parfois à les comprendre, donc je ne peux pas franchement prendre des métiers de relations clientèle, des trucs comme ça, parce que si je me retrouve à confronter à des gens où je ne comprends absolument pas ce qu'ils disent et qui ne font pas l'effort non plus, donc voilà, ça risque de poser des problèmes. Donc voilà, des petits détails comme ça sur le fait de savoir est-ce que c'est intéressant de vivre ou de venir vivre aux États-Unis, en dehors du fait que, évidemment, il y a un contexte aujourd'hui social, politique, idéologique et économique qui pourrait évoluer et compliquer les choses. Mais ça, malheureusement, je pense que c'est pas l'exclusivité aux États-Unis, je pense que ça va être partout dans le monde. Va forcément y avoir des effets boomerangs, va y avoir des dommages collatéraux qui vont changer à terme certain nombre de codes. Et un des codes, je vous le dis, c'est pour ça que
D'ailleurs, le Canada et le Québec sont très demandeurs aujourd'hui de français. C'est parce que dans notre culture professionnelle, nous avons une culture de polyvalence. C'est-à-dire nous n'avons pas une technicité très pointue, mais nous avons une capacité de vision globale, de compétences et de connaissances globales sur les choses. Ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont plutôt une culture de la technicité. C'est-à-dire qu'ils sont très pointus dans un domaine, mais si leur domaine dépend d'un autre domaine, mais dont ils n'ont pas de compétences ou de connaissances, eh ben, la machine, elle s'enraye. Alors que nous, Français, nous pouvons acquérir de la technicité dans un domaine, mais nous avons déjà un acquis sur un ensemble de domaines qui fait que, oui, surtout dans la finance, surtout dans l'analytique, dans l'informatique, etc., actuellement, les Américains sont assez friands des Français. Je dis bien de Français qui ont déjà de l'expérience, c'est-à-dire qui ont déjà une expérience professionnelle. C'est évident que si vous êtes étudiant, que vous venez de sortir avec votre diplôme, là par contre ça va être beaucoup plus difficile pour vous de faire valoir votre secteur d'activité dans des entreprises. J'ai malheureusement vu pas mal d'Européens, des Français, Français, Allemands, j'ai même eu pas un Turc, mais je me souviens plus de quel, il n'est pas Kazakh, un Kazakh, oui, un mec qui venait du Kazakhstan, qui était dans la finance, etc., et qui avait trouvé des boulots dans certaines banques aux États-Unis, surtout dans la ville où je suis, qui est Charlotte. Charlotte, qui est la deuxième place financière américaine, puisque c'est là que sont regroupés un grand nombre de sièges de grandes banques américaines. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un secret qui n'est pas un secret, c'est que c'est à Charlotte que se trouve la salle de marché de secours, au cas où il se passe quelque chose à New York, à Wall Street. Eh bien, les marchés américains continueront à fonctionner puisque nous avons notre salle de secours à Charlotte. Alors, c'est un secret, hein, pas le dire, tout le monde le sait. Et donc, ces jeunes, malheureusement, ils ont tenu 3 mois. Ils ont tenu 3 mois, ils n'ont pas tenu longtemps parce que ils n'avaient pas l'expérience. Donc, même si aux États-Unis, contrairement en France, quand vous arrivez dans un métier, on vous forme. C'est-à-dire que c'est une logique. Hein. C'est pas comme en France, on dit on vous prend, vous avez 3 jours de formation, etc. Et en réalité, vous vous rendez-vous souvent compte que les gens vous forment qu'un petit bout d'une procédure parce que lui, ça le fait chier, donc comme ça, il vous met à cette procédure-là, et puis après, vous n'êtes pas formé. Alors qu'aux États-Unis, si, il y a une période pendant laquelle on va vous former, on va vous donner les éléments, les compétences, les dossiers, les trucs, etc. Et à partir... Alors, je crois que c'est à peu près... Ça dépend des métiers. Moi, je sais que, par exemple, pour ma femme, qui travaille dans une société d'assurance santé, on lui a donné une période de 2 mois de rodage. 2 mois de rodage. Vous savez, c'est déjà pas mal. 2 mois de rodage. Donc, et beaucoup d'entreprises, c'est comme ça aux États-Unis. C'est qu'ils donnent vraiment un délai suffisant pour que vous assimiliez les procédures, les langages, les technicités, etc. Donc ça, c'est aussi un avantage culturel chez les Américains. Voilà, il y aurait plein d'autres choses aussi, de vous parler sur les États-Unis, les avantages de vivre aux États-Unis, dans ce sens où alors il y a des avantages et des désavantages, etc. Moi, je vous dis franchement, culturellement, pour moi, c'est, oui, la bouffe. Surtout la bouffe, oui, c'est un cauchemar. Et puis culturellement, ouais, c'est les États-Unis, c'est une jeune nation, donc il ne faut pas leur demander non plus d'avoir les mêmes niveaux culturels qu'en France. Hein, même si vous trouverez toujours des Américains qui veulent essayer de se le péter un petit peu, culturel, etc. Mais c'est très très loin du niveau. Si vous aimez vraiment, si vous êtes du domaine de la culture, oui. Là, vous n'avez pas le choix, c'est New York. Là, il n'y a que New York où vous pourrez éventuellement trouver quelque chose de similaire. C'est pour ça qu'en règle générale, j'ai dit, quand les gens vont à New York, je leur dis non, vous n'allez pas aux États-Unis, vous allez à New York. Parce que New York est une passerelle, c'est la passerelle culturelle entre les États-Unis, le Nouveau Monde et l'Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui adorent New York, parce que il y a des repères culturels, des repères architecturaux, des repères européens, puisqu'il est fortement influencé par l'Europe. Mais dès que vous allez dans d'autres grandes villes, comme à Chicago, ou
c'est complètement différent. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les États-Unis. Il y a du bon, il y a du mauvais comme partout. Après, c'est une question de s'adapter et puis d'apprécier les choses à leur juste valeur, tout en prenant conscience qu'évidemment, la situation va considérablement évoluer par rapport à ce qu'elle a été, à ce qu'elle est aujourd'hui et à ce qu'elle sera demain. Question, êtes-vous bilingue? Oui. Quand même, au bout de 10 ans, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, bon, ma femme parle un peu français, mais je comptais sur mes petites compétences, voire mes vieux souvenirs de l'anglais que j'ai appris à l'école, plus de l'anglais que j'ai pratiqué dans mon cadre professionnel. Mais je me suis rendu compte que j'avais tout faux parce que c'est le vocabulaire américain. Et le vocabulaire américain est parfois différent du vocabulaire anglais, puisque l'anglais qu'on apprend en France, c'est l'anglais britannique, pas l'anglais américain. Hormis ce fait que c'est peut-être un petit peu plus simple aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup de vocabulaire qui, en fait, est un vocabulaire français. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés de certains mots français. Néanmoins, ce qui est le plus gênant, c'est pas tellement le fait de parler anglais. Ça, parler anglais, pour moi, c'est pas un problème maintenant aujourd'hui. J'arrive à parfaitement parler anglais. C'est la compréhension. Parce que c'est les accents, tout simplement. Alors, si vous connaissez l'anglais, vous savez que toutes les langues ont des accents suivant les endroits, les régions, etc. Et il est évident qu'aux États-Unis, eh bien, l'anglais pratiqué à New York n'est pas le même que celui du Massachusetts, n'est pas le même que celui du Maine, n'est pas le même que celui du Sud. Même le Sud, il y a un accent différent suivant si vous êtes plutôt redneck ou si vous êtes afro-américain. Les afro-américains ont aussi développé leur propre langage en anglais, avec une multitude de contractions, avec des mots qui changent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si en France, vous entendez aujourd'hui des gens utiliser le terme « hey, frère », bon, vas-y, frère, c'est tout simplement l'influence américaine, c'est le fameux bro, le bro des Noirs, des Afro-Américains, qui est la contraction de brother. Brother étant frère en français. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Encore une importation judicieusement bien placée. Que l'accent du Nord. Je vous donne juste un exemple, c'est que moi je suis allé dans le Michigan, j'ai aucun problème à comprendre les gens, je suis allé en Californie, j'ai aucun problème à comprendre les gens. Les New-Yorkais, ils ont cette réputation de parler très très fort, donc le fait qu'ils parlent très fort, ils sont obligés un petit peu d'articuler. Donc, ils sont tout à fait compréhensibles. Ce qui n'est pas le cas des Bostoniens. Les Bostoniens, eux, ils ont un accent parfois, waouh, faut suivre. Et après, vous avez évidemment tous les accents rolling, comme on les appelle, c'est-à-dire l'accent texan, l'accent de l'Ouest. S'ajoutent évidemment là-dessus les accents des étrangers, l'accent hispanique, l'accent asiatique. Alors, asiatique est différent, si c'est des Coréens, des Japonais, des Chinois, des Thaïlandais, des Vietnamiens, et puis l'accent, évidemment, je viens de perdre le fil. C'était quoi l'autre accent dont je pensais? Je ne me souviens plus. Indien, oui, indien-pakistanais. Ah, mon Dieu. Téléphoner une hotline et tomber sur un Pakistanais ou un Indien qui parle anglais, il y a un moment donné, alors c'est pas le fait que vous comprenez pas les mots, c'est l'accent qui à un moment donné, vous décrochez. Il y a même des fois des moments où ils utilisent des mots anglais, vous vous posez la question si c'est pas de l'indien ou de l'hindou qui sont en train de parler, ou du, je sais pas, donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est pareil en France. C'est-à-dire que les Américains qui apprennent le français, quand on estime qu'ils ont un bon niveau de français et qu'ils vont en France, pour ça, toujours le problème, c'est quand ils vont à Paris, oui, à Paris, pas de problème. En revanche, il y en a qui sont allés dans le sud de la France, ou qui vont dans le nord de la France, ou qui vont dans le trou du cul du monde de la France, et qui tombent sur des campagnards avec de l'accent gersois, de l'accent auvergnat, de l'accent du Périgord, etc. Eux aussi, ils sont là et disent « mais je ne comprenais pas du tout ce qu'ils disaient ». Alors surtout dans le Nord, Nord, Picardie, etc., où on utilise des vocabulaires un peu particuliers, où j'ai un ami qui, lui, m'a dit « ouais, même encore maintenant, je ne comprends pas ce qu'ils disent ». Et c'est encore plus vrai avec les jeunes de banlieue. Vous savez, c'est Jones qui ont leur propre langage, le verlan et compagnie. Alors là,
C'est un peu le même principe, c'est le même problème qu'on a avec les Afro-Américains de quartier. Voilà, ils ont adopté, ils ont développé leur propre langage, etc. C'est bien que vous pouvez avoir fait 10 ans d'anglais dans une meilleure université qui soit, quand vous vous retrouvez en face d'eux, eh ben vous ne comprenez rien de ce qu'ils disent. Donc voilà, être bilingue, c'est une chose, avoir les notions de la langue, et je pense que le plus important, c'est de savoir parler pour se faire comprendre. Après, si vous n'arrivez pas à comprendre les gens, en règle générale, aux États-Unis, quand vous leur dites « excusez-moi, juste parler un petit peu plus lentement, un truc comme ça, parce que je suis français, etc. » En règle générale, ça ne pose pas de problème. C'est pas comme en France. En France, on est beaucoup plus exigeant sur le français. On a plus tendance à rectifier les gens. Alors qu'aux États-Unis, ils s'en foutent. À partir du moment où vous arrivez à comprendre l'essentiel des choses, le reste, ils s'en foutent. C'est pas, ils s'en foutent que vous parliez bien l'anglais, etc. Et j'en donne pour preuve, c'est regarder dans le cinéma américain. Alors, si vous voyez les films en VO, ben vous allez remarquer une chose, c'est que il y a des accents. Si vous regardez par exemple le Star Wars avec Daisy Ridley, elle a un accent anglais. John Boyega, lui, a fait l'effort d'utiliser un accent américain, mais c'est un anglais et il a un accent anglais. Regardez Arnold Schwarzenegger, regardez ses premiers films qu'il a fait dans les années 80, écoutez-le en anglais en version originale, vous allez vous rendre compte qu'il a un putain d'accent autrichien. Mais ça ne dérange pas, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que dans les films américains, on retrouve assez souvent des personnages qui sont censés être des personnages américains et qui ils ont un accent anglais. Ou un accent néo-zélandais, ou un accent australien. L'accent australien, je trouve amusant, l'accent australien. Et si vous voulez me demander quel est parmi les accents anglais le plus terrible, l'écossais. L'accent écossais, parce qu'eux, ils ne font pas les R, les R, comme en anglais. Eux, ils ont un R comme ça, pour les R. Ça fait drôle. Enfin voilà, oui, il vaut mieux. Je pense que, je pense qu'à partir du moment où vous avez la prétention de vivre dans un pays, la première chose, la moindre des choses à avoir, c'est d'apprendre la langue. Ce qui n'est pas, par exemple, vous voyez, le cas des anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils habitent parfois dans des pays, mais ils n'apprennent pas la langue. Regardez, en Normandie, on a beaucoup d'anglais qui sont là depuis des années et qui ne savent toujours pas parler français. Alors que nous, on est quand même peut-être un peu plus perfectionnistes, les Français, on se dit, oui, mais quand même, si on veut se faire comprendre, etc., la moindre des choses, c'est de parler la langue. Même si les Français ont la réputation d'être très mauvais en langue. Après, c'est une question d'ambition, c'est une question de situation qui fait qu'au bout d'un moment, les Français, on est bien quand même obligés d'apprendre les langues. Contrairement à d'autres pays, mais après, c'est une question de linguistique, c'est une question de communication qui fait que certains pays sont beaucoup plus bilingues ou trilingues que nous le sommes en France, ou même aux États-Unis, où même si l'espagnol est très répandu aux États-Unis, je rappelle, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, la langue anglaise n'est pas une langue officielle aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de l'anglais et de l'espagnol, même dans des documents officiels. On reçoit des documents officiels qui sont aujourd'hui en anglais et en espagnol, parce qu'il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis. L'anglais est la langue usuelle, mais ils ne peuvent absolument pas vous obliger à parler l'anglais. Ils peuvent très bien, en règle générale, il y a toutes les administrations, il y a toujours des traducteurs dans les différentes langues, et même aujourd'hui, vous avez quasiment, il y a beaucoup de documents officiels qui sont disponibles dans les langues qui sont disponibles donc en français. Alors en français, il y a un petit paradoxe en français, parce que vous allez trouver de plus en plus de français, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché nord-américain. Et vous avez le Québec. Les Québécois parlent français. Et donc vous avez beaucoup de produits maintenant où vous avez l'anglais, l'espagnol et le français. Puisque ce sont des produits globalisés, on va dire. Et donc, même si c'est évidemment parfois un français
un français plutôt vieux français, ou parfois même des traductions littérales qui sont faites qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc c'est assez amusant. Mais d'une manière générale, vous avez beaucoup de documents aujourd'hui qui sont disponibles aux États-Unis dans les langues, en chinois, en japonais, en coréen, beaucoup de coréens, parce qu'il y a beaucoup de coréens aux États-Unis, indiens, pakistanais, et espagnol, italien. Et je crois que c'est tout. Après, il y a d'autres langues plus spécifiques, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc oui, je suis bilingue. Je dirais même peut-être trilingue quand je commencerai enfin à peut-être me remettre à l'espagnol, parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est important aussi l'espagnol, parce qu'aujourd'hui, je pense que la communauté hispanique aux États-Unis devient de plus en plus importante, et je pense que c'est un avantage, ne serait-ce même que pour le business, de parler espagnol. La question, pourquoi avez-vous créé cette chaîne en premier lieu? Pas en premier lieu, en fait, l'origine, c'est un groupe sur Facebook qui s'appelait Info Intox. Ensuite, j'ai fait un blog, parce que sur Facebook, ça commençait à censurer. Et puis comme j'avais déjà une chaîne YouTube, et que je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire des vidéos, puisque j'avais du temps, c'est comme ça que j'ai créé la première chaîne qui s'appelait Info Intox, que j'ai modifiée à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, il y a toujours toutes les vidéos sont toujours présentes. Et puis, comme toute chose, quand vous vous lancez dans une chaîne YouTube, vous voyez si ça marche pas, vous essayez de changer le concept, vous changez l'habillage, et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on en arrive à changer le titre et à appeler ça Quoi de neuf. À l'origine, je voulais appeler ça Quoi de neuf docteur, mais j'aurais été exposé éventuellement à un copyright, puisque c'est une expression qui est protégée. Donc je me suis juste contenté de Quoi de neuf. Mais la chaîne, oui, la chaîne, elle est née en fait du fait que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toutes ces choses-là, à partir de 97, 98, où j'ai commencé. Alors, pour la petite histoire, en réalité, je m'étais intéressé un petit peu à tous les phénomènes ovnis, à l'ufologie moderne, etc. Et donc, comme j'avais eu Internet en 98, évidemment, c'était une porte ouverte à développer un petit peu les choses. Et puis, quand vous regardez un petit peu l'ufologie moderne, il y a des éléments concernant le fameux Blue Book, etc. Et de voie de fait, ça vous amène à vous intéresser à la politique, la géopolitique, etc. Et à la finance, etc. Et puis est arrivé 2001. 2001 a précipité pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses, etc. Jusqu'en 2007. Déjà, moi, en 2004, j'avais déjà des informations qui tentaient à prouver qu'on était en train de s'engager dans un milieu financier explosif. Et puis voilà, à partir de 2007-2008, j'ai continué à faire essentiellement sur le groupe Facebook. Je faisais pas de vidéos à l'époque. Je fais des vidéos uniquement que depuis que je suis aux États-Unis. Et puis voilà, puis advienne que pourra, même si la chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés, même s'il n'y a pas beaucoup de vues. Le fait est, c'est que c'est vous finalement qui feront le partage, qui feront la connaissance de cette chaîne. Et puis, qui sait, peut-être un jour, des gens s'apercevront que j'avais eu des analyses justes sur le devenir des choses, et peut-être que tout d'un coup, paf, ça va exploser. Comme j'ai eu une vidéo d'ailleurs sur Asselineau, je sais pas, apparemment l'hashtag Asselineau a l'air de provoquer des explosions. J'ai une vidéo sur Asselineau à l'époque, quand il y a eu le scandale qui a été lancé. C'est l'une des vidéos qui a fait le plus de vues, je crois 4000 vues, etc. Donc voilà pour cette chaîne vidéo. Avez-vous en tête de nouveaux formats? Non, pas pour l'instant. Parce que là, entre cette chaîne-là, plus Film du Grenier, etc., ça prend déjà un petit peu de temps. Donc j'ai pas l'intention de développer d'autres chaînes. Qui sait, peut-être si je reprends le travail ou si je trouve un autre boulot, etc., peut-être que je développerai un autre format qui sera plus divertissant, on va dire, puisque j'ai déjà quelques vidéos
une chaîne qui s'appellerait Living in America, où je ferai des vidéos à la fois sur les lieux que je visite, sur les lieux que je vois, mais aussi expliquer un petit peu la culture américaine, comment percevoir les choses, etc., comment les choses évoluent aux États-Unis. Donc ça, c'est peut-être, oui, en effet, une chaîne Living in America qui serait éventuellement un projet, mais pour l'instant, vu qu'avec le Covid, on ne peut pas forcément très circuler librement, c'est un peu compromis. Car vous aviez fait la review du livre du fondateur du forum de Davos, et cela se prête bien. Oui, sauf que, pareil, il faut avoir le temps de lire les livres. Là, j'ai un projet de vous refaire une vidéo sur un autre livre, je vous ferai la surprise, ça concernera le Covid-19, où il y a pas mal de choses quand même. Alors c'est pas un livre complotiste, hein, mais qui est quand même assez factuel et qui en rajoute un petit peu sur le fait que même si on considère que la pandémie a je dirais une évolution en dehors des idées complotistes, il y a quand même pas mal d'opportunisme et de situations quand même bizarres qui se sont incrémentées dessus. Donc là, oui, en effet, il y a un projet, une future vidéo sur un prochain bouquin. Mais développer une série sur des commentaires de livres, etc., je le fais parce que je pense que ce sont des livres, surtout le livre de Schwab était important dans le sens où il donnait véritablement des bases de réflexion et je dirais sur des éléments sur lesquels il va falloir être attentif, parce que le livre finalement ne donne pas un mode d'emploi, mais il pose des bases de compréhension sur ce qui pourrait éventuellement devenir le fameux Grand Reset, même si encore le Grand Reset, pour l'instant, un petit peu de plomb dans l'aile, hein, parce qu'il n'y a pas de volonté, il y a un peu de discorde, hein, il y a de la dissonance, on va dire, à l'échelle européenne, comme aussi avec les États-Unis. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de... Je n'ai pas l'intention de développer une playlist particulière sur ce genre de livre. Advienne que pourra, peut-être que je dis aujourd'hui non, et peut-être que dans un an je dirai oui, parce que j'aurai peut-être plus de temps de le faire, et que les circonstances feront que certains livres seront peut-être plus intéressants à partager pour comprendre l'évolution des choses. Mais bon, voilà, le problème c'est le temps, il faut avoir le temps. Va-t-on avoir le droit à des vignettes de vidéos liées au sujet traité? Ça dépend de l'humeur, ça dépend du moment. Comme vous avez pu le voir, là ça va être une longue vidéo évidemment, c'est une FAQ. Mais j'ai fait des vidéos avec plusieurs thématiques, comme j'ai fait des fois des vidéos de réaction sur un événement. L'intérêt d'avoir fait cette chaîne qui s'appelle Quoi de neuf, c'est que ça me permet d'avoir un champ libre de narration, un champ libre d'organisation, et de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, de réagir sur ce que j'ai envie, sans être cloisonné dans des thématiques précises, par thème, par concept de vidéo, etc. Après, si la chaîne explose, si la chaîne fait des millions de vues, en effet, à un moment donné, il faudrait être un petit peu plus cohérent, un petit peu plus organisé pour aider l'auditoire à s'y retrouver. En effet, ça peut éventuellement s'envisager, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Et enfin, une plateforme de discussion est-elle envisagée afin de garder le lien avec votre communauté? Là aussi, c'est un peu compliqué, parce que déjà, il y a le décalage horaire. Donc, je rappelle, 6 heures avec la France. Donc ça veut dire que ça faut organiser déjà, le moment où on va faire un live. Peut-être, je dis bien peut-être que Twitch pourrait être intéressant parce que Twitch, vous lancez le live et les gens qui sont intéressés par le live, vous envoyez le lien, ils viennent pas. Voilà, ça peut éventuellement s'envisager. Ça peut s'envisager. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse, éventuellement, de pouvoir organiser, je dirais, ce genre de débat, comme beaucoup en font sur Twitch. Même si Twitch est normalement à l'origine c'est pour les jeux vidéo, hein, mais aujourd'hui, bon, beaucoup de gens s'orientent vers Twitch.
Facebook maintenant le fait, on peut faire sur Facebook des lives comme aussi YouTube. YouTube peut faire des lives. Et éventuellement, en effet, peut-être que YouTube, si je fais un live, pareil, si j'enclenche un live à tel jour, à telle heure, à telle date, si je me retrouve tout seul à parler dans mon coin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais qui plus est, peut-être qu'un jour, si l'actualité ou la situation est appropriée, peut-être que je ferai un test d'un live sur YouTube. Ça peut être en effet intéressant et permettre de l'échange, et puis permettre aussi à des gens, à tout hasard, d'arriver pendant le live et puis de voir un petit peu de quoi on parle et de comment on le parle. Je pense que j'ai fait là toutes les questions. Peut-être que j'ai oublié. Je pense que oui, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié un d'entre vous dans ces questions, mais je pense que j'ai au moins fait l'essentiel. Étant donné qu'une des questions qui était à la fois question et débat sur les commentaires, sur qu'est-ce qui pourrait être représentatif de la droite pour les élections, etc. Non, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, j'y répondrai soit dans les commentaires, et peut-être que ça fera l'occasion d'une autre FAQ. J'ai envie de dire que, pour terminer, en relation avec ce que je disais au début de la vidéo sur la droite, on verra ce que ça va donner pendant les régionales et départementales, on verra un peu s'il y a une inversion, si les écolos sont dans la même ligne ou si au contraire ils perdent de la vitesse, voir le nombre d'alliances qui se forment pour essayer de mettre la main justement sur ces régions, etc. Et puis surtout la participation. Parce que là, je pense que ce qui va être le plus important, c'est la participation. Voir quel est le niveau d'intérêt qu'ont les Français sur les régionales et départementales, ce qui en général, dans les élections précédentes, n'a pas été très flagrant, on va dire. Même si c'est dommage, parce que les régionales et départementales seraient un moyen pour les Français en colère de s'exprimer, d'exprimer un mécontentement, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle pas le vote punitif, mais le vote contestataire, finalement. Sauf que vote contestataire, ça veut dire quoi? C'est pas voter. C'est voter pour les partis de la haine, c'est voter pour l'extrême gauche, là c'est compliqué, parce que si déjà le choix est restreint, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, comment exprimer sa colère si on n'a pas le choix, si on n'a pas d'option. Donc le problème il est là, c'est que même si les régionales et départementales, on se rend compte qu'il y a une très faible participation, de toute façon, ils ne vont pas en tirer des leçons, puisque ça a été le cas dans d'autres élections régionales et départementales précédentes. Je crois qu'il y en a eu une régionale une fois, où il y a eu une participation notable, mais qui avait été plutôt un vote sanction contre la majorité, contre le gouvernement, etc. Mais encore une fois, là, c'est les régionales et départementales. C'est-à-dire que là, on est sur du territorial. C'est-à-dire quel territoire nous allons céder, donner à la responsabilité idéologique. Parce que là, si on donne des régions, des départements à des écologistes, déjà, quand on voit les conneries qui vont dans certaines villes, j'ai envie de dire, c'est du sabordage. Mais inversement, si on ne va pas voter parce qu'on n'a plus confiance et qu'on en a ras-le-bol, etc., on laisse évidemment à des gens le fait de mettre en place des gens dont on ne veut pas, ou qui vont faire plus de mal que de bien, finalement. Mais ceci dit, peut-être que c'est aussi voulu, pour mettre de l'huile sur le feu. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à remettre là en bas, j'y répondrai la prochaine fois, ou j'y répondrai directement en commentaire. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, bon courage et portez-vous bien.